Camillo Boito, Senso. Carnet secret de la comtesse Livia, traduit de l'italien par Jacques Parcy. Hier, dans mon salon jaune, pendant que le petit avocat Gino, de la voix rauque d'une passion longuement réprimée, me susurrait à l'oreille. Comtesse, ayez pitié de moi, chassez-moi, donnez l'ordre à vos serviteurs de ne plus me laisser rentrer, mais pour l'amour de Dieu, ôtez-moi ce doute mortel, dites-moi si je puis espérer ou non. Pendant que le pauvre jeune homme se jetait à mes pieds, moi, à droite, impassible, je me regardais dans le miroir. J'examinais mon visage pour y trouver une ride. Mon front sur lequel jouent de petites boucles est lisse et gracieux, comme celui d'une enfant. Sur les ailes larges de mes narines, au-dessus de mes lèvres, un peu épaisses et rouges, on ne voit point le moindre pli. Je n'ai jamais trouvé aucun fil blanc dans mes longs cheveux qui, lorsqu'ils sont défaits, tombent en belles vagues brillantes, noires comme l'encre, sur mes épaules blanches. 39 ans. Je tremble en écrivant ce nombre horrible. De mes doigts fins, j'ai donné une légère tape sur la main chaude du jeune avocat, laquelle s'avançait vers moi en hésitant, et je fis mine de partir. Mais, poussé par je ne sais quel sentiment, certes un sentiment louable de compassion et d'amitié, me retournant sur le pas de la porte, je crois que je murmurai ce mot « espérer ». J'ai besoin de mortifier la vanité, avec cette inquiétude qui s'empare de mon âme et laisse mon corps presque intact, alterne la présomption de ma beauté. Pour cela, je n'ai point besoin d'autre assurance que mon miroir. Je trouverai à cela, j'espère, une autre confirmation en écrivant ce qui m'est arrivé voici 16 ans, et à quoi je repense avec une âcre volupté. Ce carnet, enfermé par 3 clés dans mon écritoire secrète, aucun œil humain ne pourra le voir, et à peine achevé, je le jetterai au feu, puis j'en disperserai les cendres. Mais la confession écrite de ces vieux souvenirs doit servir à en tempérer l'âpreté et la ténacité. Chaque action, chaque parole et surtout chaque honte dans cette triste période de mon passé sont gravées dans ma mémoire. J'y reviens sans cesse, et je recherche les traces vives de la plaie qui ne s'est jamais refermée. Je ne sais point au juste si ce que j'éprouve est dans le fond douleur ou frisson. Oh, quelle joie de ne se confier qu'à soi, libre de tout scrupule, hypocrisie ou réticence, respectant dans le souvenir la vérité, même en ce que les stupides affectations sociales rendent plus difficile à avouer ses propres bassesses. J'ai fait quelques lectures au sujet des saints anachorètes qui vivaient au milieu des vers et de la putréfaction, certainement des saletés, mais croyaient s'élever d'autant plus haut qu'ils se vautraient dans la fange. De la même façon, mon esprit s'élève en s'humiliant. Je suis orgueilleuse de me sentir tout à fait différente des autres femmes. Il y a dans ma faiblesse une force pleine d'audace. Je suis comme les Romaines de l'Antiquité, comme celles qui tournaient le pouce vers la terre ou que chante Parini dans une ode. Je ne me souviens pas bien, mais je sais qu'en la lisant, il m'a semblé vraiment que le poète parlait de moi. Si ce n'était d'un côté la fièvre des souvenirs vivaces et de l'autre l'épouvante de la vieillesse, je devrais être une femme heureuse. Mon mari, vieux et impotent, me témoigne une confiance aveugle, me laisse dépenser autant que je le veux et faire ce qu'il me plaît. Je suis une des premières dames de 30. Les soupirants ne manquent pas, et la jalousie de mes bonnes amies, au lieu de s'apaiser, se ravive chaque fois plus. J'avais 20 ans, et bien sûr, j'étais plus belle. Non que les traits de mon visage soient changés, ou que mon corps paraisse moins svelte et moins flexible, mais dans mes yeux il y avait une flamme qui, hélas, maintenant s'éteint peu à peu. Le noir même de mes pupilles me semble, à bien le regarder, un peu moins intense.
On dit que la plus haute philosophie consiste à se connaître soi-même. Moi, je m'étudie avec tant d'ardeur depuis tant d'années, heure après heure, minute après minute, que je crois me connaître à fond et pouvoir me proclamer une philosophe parfaite. Je dirais que j'ai atteint le zénith de ma beauté. Il y a dans l'épanouissement de la femme une brève période de suprême éclat, lorsque j'eus à peine passé ma 22e année à Venise. C'était en juillet 1855. Marié depuis peu de jours, j'étais en voyage de noces. Pour mon mari, qui aurait aussi bien pu être mon grand-père, je ressentais une indifférence, mêlée de pitié et de mépris. Il portait ses 62 ans et un énorme ventre, avec une apparente énergie. Il enduisait ses rares cheveux et ses moustaches épaisses d'un onguent nauséabond qui laissait sur les oreilles de larges taches jaunâtres. Brave homme, du reste, à sa façon, plein d'attention pour sa jeune épouse, bon vivant, jurant à l'occasion, fumeur invétéré, aristocrate orgueilleux, violent envers les timides et peureux en face des violents, conteur alerte de petites histoires lubriques qu'il répétait à tout propos, ni avare, ni gaspilleur. Il se pavanait en me prenant à son bras, mais il regardait les petites femmes faciles qui se promenaient près de nous sur la place Saint-Marc avec un sourire d'intelligence lascive. Moi, d'un côté, cela me plaisait puisque je l'aurais volontiers chassé dans les bras de n'importe laquelle, pourvu que j'en fusse délivré, et d'un autre côté, j'en ressentais du dépit. Je l'avais pris spontanément, je l'avais même voulu. Les miens étaient opposés à un mariage si mal assorti, et il faut bien dire la vérité, le pauvre homme ne brûlait pas de demander ma main. Mais moi, j'en avais assez de ma qualité de demoiselle. Je voulais des voitures à moi, des brillants, des robes de velours, un titre, et par-dessus tout, ma liberté. Il en a fallu des yeux doux pour enflammer le cœur du comte dans sa grande poitrine, mais une fois enflammé, il ne connut plus la paix qu'il ne m'eût eue en sa possession. Il ne regarda point à ma petite dot et ne pensa guère à l'avenir. Moi, devant le prêtre, je répondis par un oui ferme et sonore. J'étais content de ce que j'avais fait et aujourd'hui, après tant d'années, je ne m'en suis pas encore repenti. Au fond, il ne me semblait pas devoir m'en repentir, même en ces jours durant lesquels, le cœur ouvert presque d'un coup, je me plongeais dans le paroxysme d'une première passion aveugle. Jusqu'à 22 ans passés, mon cœur était resté fermé. Mes amis, faibles devant les flatteries de l'amour sentimental, m'enviaient et me respectaient. Dans ma froideur, dans ma dédaigneuse insouciance des paroles tendres et des regards langoureux, elle voyait la toute-puissance de la raison et de la force. À 16 ans, j'avais déjà établi ma réputation en jouant avec l'attachement que me portait un beau jeune homme de la région et en le délaissant par la suite au point que le malheureux tenta de se suicider et guéri, s'enfuit de Trente pour le Piémont, s'engagea comme volontaire et, lors d'une des batailles de 1859, je ne sais plus laquelle, mourut. J'étais trop jeune alors pour en éprouver du remords d'autre part. Mes parents et amis, chérissant sous le gouvernement autrichien qu'ils servaient fidèlement comme militaires ou fonctionnaires, n'avaient rien trouvé d'autre comme oraison funèbre pour le pauvre exalté que «c'est bien fait pour lui». Je renaissais à Venise, ma beauté était dans tout son éclat. Un éclair de désir brillait dans les yeux des hommes lorsqu'ils me regardaient. Je sentais sur moi la flamme des regards dérobés, même sans les voir, jusqu'aux femmes qui me dévisageaient, puis de la tête aux pieds me détaillaient avec admiration. Je souriais comme une reine, comme une déesse, je devenais, dans le contentement de ma vanité, bonne, indulgente, familière, insouciante, spirituelle. La grandeur de mon triomphe me faisait presque paraître modeste. Mon mari, qui avait été l'un des représentants de la noblesse tyrolienne à la diète d'Innsbruck, fut invité avec moi au repas et aux réunions du lieutenant impérial.
Lorsque j'entrai dans le salon, les bras nus, la gorge et la naissance des seins découvertes, dans une robe de voile et de dentelle à longue traîne, une grande fleur de rubis à feuilles d'émeraude dans les cheveux, j'entendais un frémissement courir autour de moi. Une rougeur de plaisir colorait mon visage. Je faisais quelques pas, lents, solennels et simples, sans regarder personne, et pendant que la maîtresse de maison venait à ma rencontre et m'invitait à m'asseoir à côté d'elle, j'agitais mon éventail devant mon visage comme pour me cacher pudiquement au regard de gens stupéfaits. Je ne manquais jamais les fêtes sur le Grand Canal et les sérénades place Saint-Marc au café Quadri. J'avais autour de moi une nuée de satellites. J'étais le soleil d'un nouveau système planétaire. Je riais, je plaisantais, je raillais qui voulait me pendre par des soupirs ou par des vers. Je me montrais une forteresse inattaquable, mais pour ne décourager personne, je ne m'appliquais pas trop non plus à paraître réellement inattaquable. Ma cour se composait en grande partie de petits officiers et de fonctionnaires tyroliens, plutôt fades et très hautains, à tel point que les plus agréables étaient les plus étourdis, ceux qui n'avaient dans leur vie dissolue acquis rien d'autre que l'audace pétulante de leur propre folie. Parmi eux, j'en connus un qui sortait de l'ordinaire pour deux raisons. À une dissolution effrénée, il unissait, autant que ses amis eux-mêmes l'affirmaient, une immoralité de principe cynique au point que rien ne lui semblait respectable en ce monde, sinon le code pénal et le règlement de l'armée. Outre cela, il était vraiment très beau et extraordinairement vigoureux, un composé d'Adonis et d'Alcide. Blanc et rose, les cheveux blonds frisés, le menton sans la barbe, les oreilles si petites qu'on eût dit celles d'une jeune fille, les yeux bleu clair, grands et inquiets. Dans tout le visage, une expression par moments douce et par moments violente, mais d'une violence et d'une douceur mêlées de signes d'une ironie continuelle, presque cruelle. La tête superbement plantée sur un cou robuste, les épaules n'étaient ni carrées ni massives, mais tombaient avec grâce. Le corps musclé, serré dans son uniforme blanc d'officier autrichien, se laissait deviner tout entier et faisait songer aux statues romaines des gladiateurs. Ce lieutenant de ligne, qui avait seulement 24 ans, 2 ans de plus que moi, était arrivé à dévorer le riche subside paternel, et il continuait toujours à jouer, à payer les femmes, à vivre en grand seigneur. Personne, désormais, ne savait plus comment il vivait, mais personne ne le surpassait à la natation, à la gymnastique et pour la force de ses bras. Il n'avait jamais eu l'occasion de se trouver à la guerre, il n'aimait pas les duels. 2 officiers m'avaient même raconté un soir que, plutôt que de se battre, il avait avalé plus d'une fois les insultes les plus atroces. Fort, beau, pervers, viril, il me plut. Je ne le lui laissai point comprendre, car il me plaisait d'irriter et de tourmenter cet Hercule. Venise, que je n'avais jamais vue et que j'avais tellement désiré voir, parlait plus à mes sens qu'à mon esprit. Ces monuments, dont je ne connaissais point l'histoire et ne comprenais point la beauté, m'importaient moins que l'eau verte, le ciel étoilé, la lune argentée, les vents dorés et surtout la gondole noire dans laquelle, allongé, je me laissais aller aux caprices les plus voluptueux de l'imagination. Pendant les lourdes chaleurs de juillet, après une journée de feu, le petit vent frais me caressait le front alors que j'allais en barque de la Piazzetta à l'île Santa Elena, ou plus loin, vers Santa Elisabetta et San Nicolo del Lido. Ce zéphyr, imprégné de l'âcre odeur du sel, réveillant mes membres et mes esprits, semblait murmurer à mon oreille les ardents mystères de l'amour vrai. J'abandonnai dans l'eau jusqu'au coude mon bras nu, baignant la dentelle qui ornait la manche courte, et je regardai ensuite tomber une à une, du bout de mes ongles, les gouttelettes semblables à des brillants tréputs. Un soir, j'ôtai de mes doigts un anneau
don de mon mari, où resplendissait un gros diamant, et je le jetai dans la lagune loin de la barque. Je crus avoir épousé la mer. La femme du lieutenant me conduisit un jour à la galerie de l'Académie des beaux-arts. Je n'y compris à peu près rien. Plus tard, les voyages, la conversation des peintres, l'un d'eux, beau comme Raphaël Sanzio, voulait à tout prix m'initier à la peinture, m'ont appris quelque chose. Mais à l'époque, bien que je fusse ignorante, cette allégresse des couleurs, cette sonorité de rouge, de jaune, de vert, de bleu et de blanc, cette musique peinte avec une telle ardeur d'amour sensuel, me sembla non pas de l'art, mais un aspect de la nature vénitienne. Et les chansons que j'avais entendues chanter sans pudeur par des gens du peuple me revinrent en mémoire devant l'Assomption dorée du Titien, la scène pompeuse de Paolo et les corps charnus, charnels et brillants de Bonifacio. Mon mari fumait, ronflait, disait du mal du Piémont, achetait des cosmétiques. Moi, j'avais besoin d'aimer. Voici maintenant de quelle manière a commencé ma terrible passion pour l'Alcide, l'Adonis en uniforme blanc, dont le nom, Remigio, ne me convenait pas. J'avais pour habitude d'aller tous les matins au bain flottant de Rima entre le petit jardin du Palais Royal et l'extrémité de la douane. J'avais pris pour 1 heure, entre 7 et 8 heures, une sirène, c'est-à-dire une des 2 vasques réservées aux dames et suffisamment grande pour y nager un peu. Et ma camériste venait pour me déshabiller et me rhabiller. Comme personne d'autre ne pouvait entrer, je ne prenais pas le soin de passer mon costume de bain. La vasque, entourée de parois de bois, couverte d'une toile gris cendrée à large bande rouge, avait un fond de planche placé à telle profondeur que les dames, de petite taille, n'avaient que la tête hors de l'eau. Moi, j'avais toutes les épaules découvertes. Oh, la belle eau émeraude, mais limpide, où je voyais ondoyer mes formes jusqu'aux pieds que j'avais gracieux. Parfois, un poisson tout petit et argenté me frôlait. Je nageais autant que la longueur de la sirène me le permettait. Je battais l'eau de mes mains jusqu'à ce que l'écume blanche recouvrît le verre diaphane. Je m'allongeais sur le dos, laissant baigner mes longs cheveux et tentant de rester ainsi un moment, immobile. J'aspergeais la camériste qui prenait la fuite. Je riais comme un enfant. Des ouvertures nombreuses et larges au-dessous du niveau de l'eau laissaient entrer et passer librement l'eau. Les parois, mal jointes, si on y appliquait l'œil, permettaient à travers les fissures de voir quelque chose du dehors. Le campanile rouge de San Giorgio, une ligne de lagune où fuyaient les barques légères, un petit morceau du bain militaire qui flottait à peu de distance de ma sirène. Je savais que tous les matins à 7 heures, le lieutenant Remigio allait y nager. Dans l'eau, c'était un héros. Il sautait du plus haut, tête la première, repêchait une bouteille au fond, sortait de l'enceinte en passant par-dessus les cabines. J'aurais donné je ne sais quoi pour réussir à le voir, tant j'étais attiré par son agilité et par sa force. Un matin, pendant que je regardais sur ma cuisse droite une petite tache pâle, sans doute une légère contusion qui gâtait un peu la blancheur rosée de ma peau, j'entendis à l'extérieur un bruit, comme quelqu'un qui aurait nagé rapidement. L'eau s'agita, un frisson dû à la fraîche ondulation parcourut tous mes membres, et par l'un des larges trous entre le sol et les parois, un homme entra soudainement dans la sirène. Je ne criai point, je n'eus point peur. Il me sembla de marbre tant il était blanc et beau. Une respiration profonde agitait son large thorax. Ses yeux bleus brillaient, et de ses cheveux blonds tombaient des gouttes comme une pluie de perles brillantes. Debout, à demi voilé par l'eau encore frissonnante, il leva ses bras musclés et blancs. On aurait dit quelqu'un qu'il remerciait les dieux et disait « Enfin !» C'est ainsi que commença notre liaison.
À partir de ce moment, je le vis tous les jours, soit à la promenade, soit au café, soit au restaurant où mon mari, qui s'était pris d'affection pour lui, l'invitait souvent. Je le voyais aussi en secret. Nos colloques mystérieux devinrent même très rapidement quotidiens. Souvent, nous restions ensemble 1 ou 2 heures, seul à seul, entre le déjeuner et le dîner, pendant que le comte dormait, ou bien on allait faire un tour en ville. Nous passions ensuite 2 ou 3 heures en public, nous serrant parfois les mains à la dérobée. Parfois il pressait en cachette son pied contre le mien, et bien souvent il me faisait si mal que mon visage devenait tout rouge. Mais cette douleur-là me plaisait. Je n'avais jamais paru plus belle aux gens et à moi-même, jamais plus saine, plus joyeuse et contente de moi, de la vie, de tout et de tous. La chaise de paille sur laquelle je me prélassais, place Saint-Marc, devenait un trône. Je croyais que l'orchestre militaire qui interprétait les valses de Strauss et les mélodies de Meyerbeer, devant les anciennes procuraties, ne jouait que pour moi. Et il me semblait que le ciel bleu et les vieux monuments participaient à mon ravissement. Le lieu de nos rencontres n'était pas toujours le même. Parfois Remigio, dans une gondole fermée, m'attendait au bord sale d'une longue ruelle sombre qui donnait sur un canal étroit, flanqué de masures si bossues et si délabrées qu'elles semblaient près de s'effondrer et aux fenêtres desquelles pendaient de vieux linges de toutes les couleurs. Parfois, abandonnant toute prudence, nous entrions en barque dans quelque endroit fréquenté de la ville, poussant jusqu'au môle en face de la Piazzetta. Le visage couvert d'un épais voile noir, j'allais chez lui, dans une maison près de la caserne du Saint-Sépulcre, croisant dans l'ombre dense des escaliers tortueux des soldats et des officiers qui ne me laissaient point passer sans me donner quelques marques de leur galanterie. Dans cette maison, où le soleil n'entrait jamais, l'humidité et le renfermé s'unissaient à l'odeur nauséabonde de la fumée de tabac stagnant dans ces chambres privées d'air. Ce petit avocat, Gino, me fatigue. Il me regarde avec des yeux exorbités qui souvent me font rire, mais parfois me glacent. Il dit qu'il ne peut vivre sans la charité d'un mot d'affection. Il implore, il pleure, il sanglote. Il ne cesse de répéter: Comtesse, vous souvenez-vous de ce jour où là, sur le pas de la porte, en vous retournant, vous m'avez dit avec une voix angélique: Espérez. Et il insiste, il invoque de nouveau ma pitié au milieu des sanglots et des pleurs. Je n'en puis plus. Il y a quelques jours, je lui ai abandonné ma main. Il l'a baisée plusieurs fois, et avec une telle violence qu'il m'en resta pour quelque temps des marques blanches sur la peau. Enfin, j'en ai assez. Hier, perdant toute patience, je lui criai de me laisser en paix, de ne plus jamais tenter de remettre les pieds dans ma maison, et que s'il avait l'audace de reparaître encore devant moi, je le ferais chasser par les domestiques et raconterais tout au comte. Le petit avocat devint si pâle que ses yeux noirs semblèrent 2 trous sur un visage de craie. Il se leva du canapé, titubant, et sortit sans me regarder. Il reviendra, et il reviendra, je le parierai. Mais il est bien vrai que pour émouvoir mon esprit, il n'y a rien d'autre que le souvenir d'un homme dont, à la honte de ma passion furibonde, je voyais toute l'infâme bassesse. Remigio, de temps en temps, me demandait de l'argent au début, et il y mettait les formes, c'était une dette de jeu. C'était un repas qu'il devait offrir à ses compagnons pour je ne sais quelle occasion. Il devait me rendre la somme quelques jours après. Il en vint par la suite à demander, sans aucun prétexte, une fois 100 florins, une autre 200. Une fois même, il me demanda 1000 livres. Moi, je donnais, et cela me faisait plaisir de donner. Je possédais des économies, et d'ailleurs, mon mari avait des largesses pour moi. Il était même content que je lui demande quelque chose. Mais vint un moment où il lui sembla que je dépensais trop. Je m'offensais, me fâchais avec comportement. Lui, bonhomme d'habitude et conciliant, d'un bon
toute une journée. Ce jour-là, précisément, Remigio avait un besoin urgent, immédiat, de 250 florins. Il me caressait et me disait tant de belles choses avec une voix si vibrante d'amour que je me sentis toute heureuse de pouvoir lui donner une grosse épingle ornée de brillants qui coûtait, si je me souviens bien, 40 napoléons d'or. Le jour suivant, Remigio ne vint pas au rendez-vous après avoir arpenté en tous sens certaines ruelles au-delà du pont de Rialto pendant une bonne heure, au point que les gens me regardaient avec curiosité et malice et que j'entendais fuser autour de moi quelques plaisanteries, les joues enflammées par la honte et les yeux pleins de larmes et de colère, désespérant de rencontrer désormais mon amant. Imaginant Dieu sait quel accident, je courus chez lui, haletante, perdant presque la raison. Son ordonnance, qui était en train d'astiquer les sabres, me dit n'avoir plus vu le lieutenant depuis la veille. Toute la nuit dehors demandai-je, sans avoir bien compris. Le soldat, en sifflant, fit un signe de tête affirmatif. Pour l'amour de Dieu, courez, allez vous informer à son sujet, il lui sera arrivé quelque malheur. Blessé, peut-être tué. Le soldat haussa les épaules en ricanant. Mais répondez donc, où est votre maître? J'avais saisi le soldat par le bras, pendant qu'il continuait de rire, et je le secouai avec force. Il approcha sa moustache de mon visage. Je me reculai vivement, mais répétai. Je vous en prie, répondez. Il grogna finalement. Souper avec la Giggia, ou la Caté ou la Nana, avec toutes les trois à la fois. Vous parlez d'un malheur. Je compris alors que le lieutenant Remigio était toute ma vie. Mon sang se glaça et je tombai presque sans connaissance sur le lit dans la chambre sombre. S'il n'était apparu à ce moment-là dans l'encadrement de la porte, mon cœur, dans un paroxysme de soupçon et de rage, aurait éclaté. J'étais jalouse à en devenir folle. J'aurais même pu devenir jalouse à en tuer. J'aimais dans cet homme jusqu'à son abjection. Quand il s'exclamait « Je te jure, Livia, je n'aimerai et je n'embrasserai jamais d'autre femme que toi », je le croyais. Et alors qu'il était devant moi, à genoux, je le regardais, pleine d'adoration comme s'il eût été un dieu. S'il m'avait demandé « Veux-tu que Remigio devienne Léonidas ?» j'aurais répondu non. Qu'avais-je à faire d'un héros? Mieux même, la vertu parfaite m'aurait semblé fade et méprisable en comparaison de ses vices. Son manque de sincérité, d'honnêteté, de délicatesse et de retenue me semblait le signe d'une vigueur cachée mais puissante, à laquelle j'étais heureuse, orgueilleuse, de plier comme une esclave. Plus son cœur se montrait bas, plus son corps rayonnait de beauté. 2 fois seulement, et pour un seul instant, je l'aurais voulu différent. Nous nous promenions un jour le long des fortifications qui protègent l'enceinte de l'arsenal. La matinée était joyeuse, le soleil étincelait. Sur la gauche pointaient dans l'air bleuté les hautes cheminées à auvents renversés, les corniches blanches et les toits rouges, alors que sur la droite courait la longue muraille close et sévère des chantiers. Les yeux éblouis se reposaient dans certains coins d'ombre profonde, là où s'enfonçaient les bases d'un portique, où s'étranglait une ruelle. L'eau brillait de toutes les nuances du vert, reflétait toutes les couleurs et se perdait ici ou là dans des trous et des zones d'un noir dense. 10 ou 15 gamins, hurlant à gorge déployée, couraient et sautaient sur les fortifications qui, du côté du canal, n'avaient pas de garde-fou. Il y en avait de tout petits et d'un peu plus grands. L'un des petits, presque nu, grassouillé, avec des bouclettes blondes qui couronnaient son visage rose et joufflu, faisait un bruit d'enfer, donnant des tapes, harcelant ses compagnons et disparaissant ensuite comme un éclair. Je m'arrêtai pour regarder pendant que Remigio me contait ses gloires passées. Tout d'un coup, ce petit diable d'enfant
ne pouvant dans sa course précipitée se retenir au bord des fortifications, vola dans le canal. On entendit un hurlement, un bruit sourd, et l'air s'emplit aussitôt des cris de tous les garçons et de toutes les femmes qui auparavant bavardaient dans la rue ou regardaient aux fenêtres. Mais, au milieu de cette clameur, dominait le cri aigu, désespéré et strident de la jeune mère qui s'était élancée aux pieds de Remigio, seul homme présent, et hurlait « Sauvez-le-moi, je vous en supplie, sauvez-le-moi » Remigio, froid, glacé, répondit à la femme « Je ne sais pas nager ». Pendant ce temps, un des grands gamins s'était jeté à l'eau, l'avait attrapé par les boucles blondes, le petit, et l'avait tiré vers le bord. En un instant, les cris se changèrent en applaudissements frénétiques. Les femmes et les enfants pleuraient de joie. Les gens accouraient de tous côtés pour voir, et le petit gamin blond regardait autour de lui avec ses grands yeux bleus étonnés de tant d'agitation. Remigio, dans un mouvement violent, m'arracha à la foule. L'autre fois, où mon amant me déplut un peu, ce fut pour la raison que voici. On l'avait entendu au café Quadri bavarder en allemand et à voix haute avec des fonctionnaires tyroliens et dire du mal des Vénitiens. Un monsieur qui était dans un coin se leva d'un bond et se plantant devant lui, qui portait l'uniforme, cria « Quel lâche, ce militaire !» et il lui jeta en plein visage 3 ou 4 de ses cartes de visite. Il en résulta un duel. Le jour suivant, les témoins devaient combiner la rencontre, mais Remigio, ayant remarqué que son adversaire était petit, malingre et léger, refusa le pistolet, refusa l'épée, et bien que le choix des armes revint à l'insulter, voulut à tout prix le sabre, confiant qu'il était dans la force de ses bras. Le Vénitien fut obligé de s'incliner, mais avant le duel, il était déjà en prison. Et Remigio reçut l'ordre de rejoindre immédiatement un nouveau poste en Croatie. Lorsque je sus la chose, je me désespérai. Sans cet homme, je ne pouvais vivre. Je fis tant auprès de la femme du lieutenant, et mon mari, poussé par moi, œuvra si bien auprès du gouverneur et des généraux que Remigio obtint d'être envoyé à Trente, où le comté et moi devions retourner précisément à cette époque. Tout jusqu'alors avait été favorable à ma folle passion. Voilà 3 mois que je n'ai plus ouvert ce carnet. Je ne me suis pas risqué à l'emporter en voyage, et cela me coûtait, je le confesse, d'avoir dû le laisser à Trente. Au souvenir de ces années, mon cœur se remet à palpiter, et je sens autour de moi le souffle chaud de la jeunesse. Le manuscrit est resté enfermé par 3 clés dans mon écritoire secrète derrière l'alcôve de ma chambre. Il était scellé par 5 cachets de cire dans une grande enveloppe sur laquelle, avant de partir, j'avais écrit en gros caractères « Je confie à l'honneur de mon mari le secret de ces papiers qu'il devra, après ma mort, brûler sans en rompre les cachets. » Je m'en allais tout à fait tranquille. J'étais sûr que le comte, même avec des soupçons, aurait religieusement accompli la volonté de sa femme. Je viens d'avoir ma camériste à l'instant même, une nouvelle qui me chagrine fort. Le petit avocat Gino se marie. Voilà la constance des hommes, voilà la fermeté des passions. Comtesse Livia, je meurs, je me tue. Votre image ne disparaîtra de ma poitrine qu'avec la dernière goutte de sang. Piétinez-moi comme une esclave, mais permettez-moi de vous adorer comme une déesse. Phrase de mélodrame. Quelques mois et tout disparaît. Amour, fureur, serment, larmes, sanglots. Plus rien. Dégoûtante nature humaine, et pourtant à voir ses yeux noirs, sur le visage livide, on aurait dit qu'y brillait parfois la profonde sincérité d'une âme passionnée. Ses lèvres balbutiaient, ses artères battaient, ses mains tremblaient, et son corps tout entier se traînait à mes pieds. Ce petit avocat scrofuleux et misérable a bien mérité le coup de pied qu'il a reçu de moi. Manant.
Et qui épouse-t-il? Une petite sotte de 18 ans, que ses parents n'ont pas voulu conduire chez moi parce que la comtesse Livia, savez-vous, est une femme trop galante. Une petite oie blanche qui a 2 pommes jaunâtres à la place des joues, des mains courtes, grasses et rouges, des pieds de garçon d'écurie et un petit air impertinent de sainte Nitouche consolatrice. Et dire que l'homme qui épouse un tel pantin a osé m'aimer et me le dire. Je sens mon visage en feu. Mon officier, d'il y a 16 ans, s'il n'était pas un grand homme, était du moins un homme véritable. Dans l'étreinte, il me serrait à la taille, à me broyer, et il me mordait les épaules jusqu'au sang. De vagues rumeurs de guerre commençaient à se répandre, suivies des habituelles nouvelles contradictoires et des traditionnels démentis. On mobilise, on ne mobilise pas. Oui, non. Pendant ce temps, un certain mouvement, à la fois fébrile et mystérieux, se propageait des militaires aux civils. Les trains commençaient à avoir du retard, à débarquer de nouveaux soldats, des chevaux, des charrettes et des canons, alors que les journaux ne manquaient pas de nier jusqu'à l'ombre d'un armement. Moi, sans me soucier de ce que je voyais, je croyais les journaux, tant l'idée d'une guerre m'épouvantait. Je craignais pour la vie de mon amant, mais je craignais plus encore la séparation longue, inévitable qui s'ensuivrait. Rémidio, en effet, le dernier jour de mars, reçut l'ordre de se rendre à Vérone. Il obtint, avant de partir, 2 jours de permission que nous passâmes ensemble, sans nous quitter une minute, dans la misérable chambre d'une auberge sur le lac de Cavédine. Il me jurait qu'il reviendrait bientôt me voir, et moi, je lui jurai d'aller à Vérone s'il ne pouvait en bouger. En lui donnant le dernier baiser, je me mis dans sa poche une petite bourse de 50 maringos. Le comte, revenant de la campagne, me trouva 10 ou 12 jours après le départ de Rémidio, maigre et pâle. En vérité, je souffrais beaucoup. De temps en temps, j'avais des douleurs violentes à la tête et il me prenait des éblouissements, si bien que 3 ou 4 fois, titubant, je dus m'appuyer sur un mur ou un meuble pour ne pas tomber. Les médecins que mon mari, empressé et inquiet, voulut consulter, répétaient, en courbant le dos, « Ce sont les nerfs !» Ils me recommandèrent de faire de l'exercice, de manger, de dormir et d'être joyeux. Nous étions à la mi-avril et désormais les préparatifs se faisaient au grand jour. Des militaires de toutes sortes encombraient les routes, les bataillons marchaient au son des orchestres militaires et des tambours. Les aides de camp volaient sur leurs chevaux, les vieux généraux, un peu voûtés sur leur selle, passaient au trot suivis de leur état-major, plein d'assurance, brillant, caracolant. Ces préparatifs m'emplissaient de terreur extravagante. L'Italie allait passer les Autrichiens au fil de l'épée. Garibaldi, avec sa horde de démons rouges, égorgerait tous ceux qui tomberaient dans ses mains. On se représentait une hécatombe. J'étais dans tous mes états. En 6 semaines, il ne m'était arrivé que 4 lettres de Vérone. On pouvait dire que la poste n'existait plus. Il fallait confier, en priant et en payant, les feuilles à quelqu'un qui, disposé à affronter les obstacles et les interminables retards du voyage, avait le besoin et le courage de se rendre d'un lieu à un autre. Moi, ne pouvant plus vivre dans les angoisses où me tenait le silence volontaire ou innocent de Rémidio, j'avais résolu de tenter le voyage. Mais comment faire pour que mon mari n'en sût rien? Comment faire, moi, une femme seule, jeune et belle, exposée à la brutalité de soldats rendus plus audacieux encore, par le relâchement de la discipline et par la pensée des dangers qu'ils allaient affronter? Un matin, à l'aube, après une interminable nuit de tourments, je m'étais endormi lorsqu'un bruit m'éveille en sursaut. J'ouvre les yeux et je vois à côté de moi Rémidio. Je croyais rêver. L'aurore illuminait déjà ma chambre d'une lumière douce et rosée.
Je bondis hors du lit pour tirer les rideaux de l'alcôve et nous commençâmes à parler à voix basse. J'étais inquiète. Le comte, qui dormait 2 chambres plus loin, pouvait entendre, pouvait venir. Les domestiques avaient peut-être vu mon amant entrer furtivement à cette heure-là. Il me rassura par quelques paroles impatientes. Il avait frappé, comme les autres fois, à la fenêtre du bas où dormait ma camériste. Elle, sans faire de bruit, lui avait ouvert la porte cochère et il était entré sans que personne ne se doute de quoi que ce soit. Je me souciais peu de la camériste puisqu'elle savait déjà tout, mais le pire restait la sortie. Il fallait se dépêcher. Je bondis de nouveau de mon lit et allai coller mon oreille à la porte de la chambre de mon mari. Il ronflait. « Tu t'arrêtes à 30, n'est-ce pas ? Tu es folle ? Quelques jours au moins. C'est impossible. Justin, je pars dans 1 heure. » Je fus atterré, mon cœur, 1 minute plus tôt plein d'espérance joyeuse, s'emplit de tristesse et de crainte. Et n'essaie pas de me retenir. En temps de guerre, on ne plaisante pas. Maudite guerre. Maudite, oui. Elle va être terrible à ce qu'il semble. Écoute, ne pourrais-tu pas fuir, ne pourrais-tu pas te cacher, je t'aiderai. Je ne veux pas que ta vie soit mise en danger. Quel enfant tu fais. On me découvrirait, on me prendrait, je serais fusillé comme déserteur. Fusillé ? J'ai besoin de toi. Ma vie, tout. Non, 2500 florins. Mon Dieu, comment faire ? Veux-tu me sauver ? À tout prix. Alors écoute, avec 2500 florins, les 2 médecins de l'hôpital, les 2 de la brigade me feront un certificat médical de maladie et viendront m'ausculter de temps en temps pour confirmer auprès du commandement une quelconque infirmité qui me rendrait tout à fait inapte au service. Je ne perds pas mon grade, je ne perds pas ma solde, j'évite tous les dangers et je reste tranquille à la maison, boitillant un peu, c'est vrai, à cause d'une sciatique maligne ou d'une lésion à l'os de la jambe, mais calme et bien heureux. Je trouverai une vague fonctionnaire avec laquelle jouer aux cartes. Je boirai, mangerai, dormirai tout mon sou. J'aurai l'ennui de rester le jour chez moi, mais la nuit, toujours en boitant un peu par prudence, je pourrai m'enfuir. Ça te plaît ? Cela me plairait si tu étais à 30. J'irai chez toi tous les jours, 2 fois par jour. D'ailleurs, s'il te croit malade, être à Vérone ou à 30, n'est-ce pas la même chose ? Non, les règlements veulent que les soldats malades restent au siège du commandement sous la surveillance continuelle et consciencieuse des médecins. Mais à peine la guerre finie, je reviendrai ici. La guerre sera rude, mais courte. Tu m'aimeras toujours, tu me seras toujours fidèle, tu ne regarderas aucune autre femme, tu me le jures ? Oui, oui, je te le jure, mais le temps presse et j'ai besoin de ces 2500 florins. Tout de suite ? Bien sûr, je dois les emporter avec moi. Mais je ne crois n'avoir qu'une 50aine de Napoléons d'or dans mon secrétaire. J'ai toujours peu d'argent avec moi. Alors, trouve-les. Comment veux-tu que je les trouve ? Est-ce que je peux les demander à mon mari à cette heure comme cela ? Sous quel prétexte ? Pour les donner à qui ? On reconnaît l'amour au sacrifice. Toi, tu ne m'aimes pas. Je ne t'aime pas, moi qui te donnerais volontiers tout mon sang. Ce sont des mots. Si tu n'as pas l'argent, donne-moi les bijoux. Je ne répondis point et me sentis pâlir. Se rendant compte de l'effet de ces dernières paroles, Remigio me serra dans ses bras de fer et, changeant de voix, répéta plusieurs fois « Tu sais que je t'aime infiniment, Malivia, et que je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Mais cette vie, sauve-la, je t'en conjure, sauve-la pour toi, si tu m'aimes. » Il me prenait les mains et les couvrit de baisers. J'étais déjà vaincu, j'allais au secrétaire prendre les 3 petites clés de l'écritoire. Je craignais de faire du bruit. Je marchais sur la pointe des pieds, bien que je fusse pieds nus. Remigio m'accompagna dans le cabinet derrière l'alcôve.
Je fermai la porte pour que le comte ne puisse entendre, et après avoir ouvert le coffret avec quelque difficulté, tant j'étais agité, j'en sortis tout un assortiment de brillants, en murmurant: «Voilà, prends, cela a coûté presque 12 000 livres. Tu trouveras à les vendre?» Remigio m'arracha des mains l'étui, regarda les bijoux et dit: «Des usuriers, il y en a partout. Ce serait vraiment dommage de s'en défaire pour peu de choses. Essaie de trouver un moyen de les récupérer.» Mon cœur était en larmes. Le diadème, particulièrement, m'allait si bien. «Et l'argent, tu me le donnes?» demanda Remigio. «Il me rendra service.» Je cherchai dans le petit coffre les napoléons d'or que j'avais mis dans une bourse et, sans les compter, je les lui donnai. Il m'embrassa et avec hâte il fit mine de sortir. Je le retins. Dans un mouvement d'impatience, il me repoussa en disant: «Si tu tiens à ma vie, laisse-moi partir.» «Fais doucement, tu n'entends pas tes bottes grincer? Et puis attends, je veux voir si la camériste est là, il faut qu'elle vienne pour t'accompagner.» La camériste, en effet, attendait dans la pièce voisine. «Tu m'écriras bientôt?» «Oui.» «Tous les 2 jours?» Je voulais donner un dernier baiser à mon amant que j'aimais tant, mais il avait déjà disparu. J'ouvris la croisée et regardai dans la ruelle. Le soleil dorait les cimes élevées des montagnes. Devant la porte, le garçon d'écurie et le cuisinier étaient en train de discuter. Ils levèrent les yeux et ils me virent. Ils virent ensuite Remigio sortir du palais. Il marchait rapidement, les poches de l'uniforme gonflées. Je revins dans mon lit et pleurai toute la journée. L'énergie de ma nature était brisée. Le médecin, le lendemain matin, me trouva brûlante, en proie à une forte fièvre. Il ordonna de la quinine que je ne pris point. J'aurais voulu mourir. Une semaine entière, après la visite de Remigio, ma camériste me porta avec son calme habituel une lettre que j'arrachai avec rage de ses mains, aussitôt après l'avoir vue. J'avais deviné, elle était de lui. La première depuis son départ, et je me mis à la lire avec une avidité si furieuse que je dus, arrivé au bout, la recommencer. Je n'y avais rien compris. Je me la rappelle encore aujourd'hui, mot pour mot. Je l'ai lue si souvent, et les événements tragiques qui suivirent me la remirent si souvent en mémoire. Livia adorée, tu m'as sauvé la vie. J'ai vendu l'écrin à un Salomon quelconque pour peu de choses, à dire vrai, mais en ces jours d'incertitude et d'épouvante, on ne pouvait guère exiger plus. 2 000 florins qui ont suffi à remplir la panse vorace des médecins. Avant de me faire porter malade, j'ai trouvé une belle chambre qui donne sur l'Adige, rue Santo Stefano, au 147. Écris-moi à cette adresse. Grande, propre, avec une antichambre rien que pour moi, par laquelle on accède directement aux escaliers. J'ai fait des provisions de tabac, de rhum, de cartes à jouer et tous les volumes de Paul de Kock et d'Alexandre Dumas. Je ne manque pas d'agréable compagnie, rien que des hommes, rassure-toi, tous des escrocs. Et s'il n'était que je doive paraître boiteux et ne pas sortir de chez moi le jour, je me dirais l'homme le plus heureux du monde. Certes, il me manque quelque chose. Toi, chère Livia, que j'adore et que je voudrais avoir jour et nuit entre mes bras. Donc, ne te soucie de rien. Je lirai les nouvelles de la guerre en fumant, et plus il y a d'Italiens et d'Autrichiens qui iront en enfer, mieux je me porterai. Aime-moi toujours comme je t'aime. Dès que la guerre sera finie et que ces chiens de docteurs qui me coûtent les yeux de la tête m'auront laissé en paix, je courrai te prendre dans mes bras, plus ardent que jamais, ton Remigio. Je fus troublé et dégoûté par cette lettre, tant elle me parut vulgaire. Mais ensuite, y revenant, je me persuadai peu à peu que le ton sur lequel elle était écrite était volontairement léger et gai,
que mon amant avait fait un cruel mais très noble effort pour contenir l'élan de son cœur, aussi bien pour ne pas enflammer davantage ma passion qui était déjà un incendie, que pour calmer un peu mon esprit qu'il savait terriblement anxieux. Je repris la lettre, phrase après phrase, syllabe après syllabe. J'avais brûlé toutes les autres presque aussitôt après les avoir reçues. Je cachai celle-ci dans une petite poche de mon porte-monnaie pour la ressortir souvent quand je serais seul, après avoir fermé à clé la porte de ma chambre. Tout me confirmait dans ma croyance candide. Ces expressions de tendresse me parurent d'autant plus puissantes qu'elles étaient brèves, et les expressions grossières et cyniques se présentaient à mon esprit comme sublimes de généreux sacrifices. J'avais tellement besoin d'y croire que mon désir effréné trouvait une excuse dans celui de l'autre, et son abjection gonflait ma poitrine d'enthousiasme dans la mesure où je croyais en être la cause. Mais mon esprit galopait et ne s'arrêtait pas là. Qui sait, pensais-je moi-même, qui sait si cette lettre n'est pas un mensonge magnanime? Peut-être est-il déjà parti en campagne, peut-être est-il en face de l'ennemi, mais plus soucieux de moi que de lui, ne voulant pas me faire mourir de tourments et d'angoisse, il m'endort avec de pieux mensonges. À peine cette pensée se fut-elle présentée à mon esprit que je fus sous son emprise. Les insomnies, le refus de manger, les troubles physiques concouraient à cette exaltation de mon esprit. Je vivais déjà dans une quasi-solitude. Mon entourage s'était réduit peu à peu, car les familles nobles de Trente, hostiles aux opinions politiques du comte, nous tenaient depuis longtemps et avec quelle délicatesse, lui et moi, à l'écart. Les jeunes, vibrant pour l'Italie, nous fuyaient sans égard et nous haïssaient. Les fonctionnaires, ne sachant comment la guerre finirait, pour ne pas risquer de s'en compromettre d'une façon ou d'une autre, s'abstenaient désormais de mettre les pieds chez nous. Nous ne voyions plus que quelques nobles ostrophiles, ruinés et parasites, quelques hauts fonctionnaires tyroliens, durs, têtus, puant la bière et le mauvais tabac. Les militaires ne trouvaient plus le temps ni l'envie de s'occuper de moi. Ma liaison avec le lieutenant Remigio, connu de tout le monde, sauf de mon mari, avait accru mon isolement, lequel, du reste, me plaisait dans l'état d'esprit où je me trouvais depuis quelque temps. Remigio, après la fameuse lettre, ne m'avait plus écrit. Je rêvais à son sujet de dangers qui me paraissaient d'autant plus horribles qu'ils étaient indistincts. J'aurais peut-être pu supporter la certitude d'une bataille et ses risques, mais ne pas savoir si mon amant était à la guerre ou non, c'était un doute qui me rendait folle. J'écrivis à Vérone, à un général que je connaissais, à 2 colonels, puis à quelques-uns de ces petits officiers qui m'avaient tellement courtisé à Venise. Personne ne me répondit. J'accablai Remigio de lettres. Rien. Pendant ce temps, les hostilités avaient commencé. L'activité civile était suspendue. Le chemin de fer, les routes ne servaient à rien d'autre qu'au transport de munitions, aux ambulances, au ravitaillement, aux escadrons de cavalerie qui passaient dans un nuage de poussière, aux batteries qui faisaient trembler les maisons, aux régiments d'infanterie qui se déployaient interminablement les uns après les autres, sinueux, glissant comme un ver qui aurait voulu embrasser dans ses énormes replis la terre tout entière. Un matin, chaud et accablant, le 26 juin, arrivèrent les premières nouvelles d'une bataille horrible. L'Autriche était défaite. 10 000 morts, 20 000 blessés, les drapeaux perdus, Vérone encore dans nos mains mais près de tomber, comme les autres forteresses, devant l'élan infernal des Italiens. Mon mari était à la maison de campagne et devait y rester 1 semaine. Je sonnai avec violence, ma camériste ne vint pas. Je recommençai. Le domestique se présenta sur le pas de la porte. « Vous dormez tous ?»« Maudit lâche, envoie-moi tout de suite le cocher, mais tout de suite. Compris ?» Quelques minutes plus tard, Giacomo se présenta, affolé,
boutonnant sa livrée. Combien de milles d'ici à Vérone? Il réfléchit un instant. Alors, repris-je, emporté par la colère. Giacomo faisait ses comptes. D'ici à Rovedero, à peu près 14. De Roveredo à Vérone, il doit y en avoir, je ne sais pas, moi. Avec 2 bons chevaux, mais 10 heures, plus ou moins, sans compter les arrêts. Tu n'es jamais allé avec les chevaux de Trent à Vérone? Non, madame la comtesse, je suis allé de Rovedero à Vérone. C'est égal, d'ici à Rovedero, il y a 2 heures. Je le sais bien. 2 heures et demie. Excusez-moi, madame la comtesse. Donc 2h10, ça fait 12 en tout. Disons 13, madame la comtesse, et au trot. Combien de chevaux a emporté ton patron? Sa jument noire habituelle. Il en reste donc 4 dans l'écurie. Oui, madame la patronne. Fanny, Candida, Lampo et les talons. Tu pourrais les atteler, tous les 4? Ensemble? Oui, ensemble. Giacomo sourit avec un air de pitié indulgente. Excusez, madame la comtesse, ce n'est pas possible, les talons. Alors, a-t-elle les autres? Lampo a une blessure, le pauvre, il ne peut même pas se traîner au pas. A-t-elle donc Fanny et Candida, comme d'habitude? Pour l'amour de Dieu, criai-je, frappant du pied, et j'ajoutai, demain matin, à 4 heures. À vos ordres, madame la comtesse, et s'il vous plaît, pour calculer combien de foin emporter, où allons-nous? À Vérone. À Vérone? Miséricorde! En combien de jours? Du matin au soir. Excusez-moi, madame la comtesse, mais c'est impossible. Et moi je le veux, tu as compris? Répliquai-je avec un accent si impérieux que le pauvre trouva juste le courage de balbutier. Ayez pitié de moi, nous crèverons les 2 juments et le patron me jettera à la rue. Je le prends sous ma responsabilité, obéis et ne pense à rien d'autre, et je lui donnai 4 maringots. Je te donnerai le double lorsque nous serons de retour, mais à cette condition que tu ne le dises à personne. Pas de danger pour cela, mais les encombrements de la route, les voitures, les canons, les insolences des soldats, les tracasseries des gendarmes. Je m'en charge. Giacomo baissa la tête, résigné, mais non convaincu. À quelle heure arriverons-nous à Vérone? Quand le ciel le voudra, madame la comtesse, et ce sera un miracle si nous arrivons vivants, vous, moi et les 2 malheureuses bêtes. Pour moi, peu importe, mais vous et les bêtes. Bien, à 4 heures donc, et silence, si tu te tais, tu auras ce que je t'ai promis, si tu parles, je te renvoie aussitôt et sans gage. Compris? Attention, tout le monde, et même la camériste, doit croire que nous allons à San Michele, chez la marquise Giulia. Giacomo, devenu sombre, s'inclina et sortit de mon salon. À l'aube, j'étais dans la voiture et en route. J'avais fermé les rideaux de la portière et je regardais par un coin les fantassins hors d'haleine et poussiéreux qui, croyant qu'il y avait dans le coche quelques grands personnages, s'alignaient le long des fossés. Quelques-uns faisaient le salut militaire. De temps à autre, à mon grand dépit, il fallait ralentir l'allure ou même s'arrêter quelques minutes pour attendre que des chars lourds et grinçants libèrent le passage. Parfois, les choses allaient beaucoup mieux que Giacomo ne l'avait prédit. Une patrouille de gendarmes à chevaux arrêta la voiture, mais le sergent, voyant qu'à l'intérieur il y avait une dame, se contenta de crier de façon chevaleresque « Bon voyage !» En dessous de Rovedero, à Pieve, on fit halte pour se rafraîchir un peu. À Borghetto ensuite, les juments détachées car elles n'en pouvaient plus, nous passâmes 3 bonnes heures qui me parurent 3 années. J'étais blotti dans la voiture, écoutant les gémissements et les jurons des soldats qui se laissaient tomber à terre par bandes entières près de l'auberge, à l'ombre rare des arbres maigres, et qui mangeaient un morceau de pain, buvant une gorgée d'eau. J'ai dû appeler 10 fois Giacomo qui venait à la portière en maugréant, s'efforçant de prendre un air grave en ôtant son chapeau. Il me disait « Madame la comtesse, encore 10 minutes. »
Nous reprîmes la route quand Dieu le voulut bien. La Dige que nous longions était presque à sec. Les champs semblaient calcinés, la route brillait d'une blancheur éblouissante, pas la moindre tache dans le ciel bleu. Les parois de la voiture brûlaient, et dans cette chaleur étouffante, cette poussière dense, il me semblait suffoqué. Mon front était en sueur et je battais les pieds d'impatience. Je ne pris pas garde à l'écluse, j'écoutais les coups de fouet de Giacomo. À Pescatina, nous nous arrêtâmes encore pour nous rafraîchir. Les braves bêtes marchaient avec peine et il fallait encore 10 longs milles avant d'arriver à Vérone. Le soleil avait disparu dans un nuage de feu. Toujours des charrettes, des soldats, des rondes de gendarmes, de la poudre parfois, un tonnerre assourdissant, un bruit strident et aigu de ferraille, parfois un murmure confus et craintif dans lequel on distinguait des plaintes, des imprécations, les couplets de quelque horrible chanson obscène chantée par des voix étrangères. Jusqu'alors, nous étions descendus avec le flot des hommes et des véhicules. Maintenant, on rencontrait des ambulances, des compagnies de soldats à pied, blessés légers, le bras en écharpe, un bandage à la tête, le visage verdâtre, voûté, boitant, en haillons. Et Remigio, Remigio, je criai à Giacomo de frapper les bêtes avec le manche du fouet. La nuit commençait à tomber. On arriva devant les murs de Vérone vers 9 heures. La peur panique et le désordre étaient tels que personne ne fit attention à la voiture et que l'on put arriver à l'hôtel de la Tour de Londres sans autre obstacle. Il n'y avait plus une chambre, plus un trou où pouvoir dormir, ni dans cet hôtel, ni dans aucune autre auberge de la ville, à ce qu'on m'assura. Tout était réquisitionné pour les officiers. Les chevaux, morts de fatigue, furent attachés dans la cour. Giacomo devait veiller sur eux. Moi, finalement, je sautai à terre. Je me fis accompagner à pied par un garnement à la rue Santo Stefano, au 147. Il me fallut monter et descendre plusieurs rues, regardant le haut des portes pour distinguer dans le halo des rares lanternes le numéro de la maison. Si Remigio était là, je voulais lui faire une surprise. Tous mes membres tremblaient d'impatience et de désir. Mais il pouvait être au lit, se trouver avec quelqu'un, et bien que je voulusse à tout prix le voir au plus vite, il me sembla que je devais envoyer le gamin tout d'abord en éclaireur. Il était malin, et il comprit à merveille. Il devait sonner, demander le lieutenant pour une affaire urgente, insister pour qu'on lui ouvre, monter, lui dire une histoire quelconque, par exemple qu'un monsieur dont il avait oublié le nom et qui logeait à l'hôtel de la Tour de Londres voulait avoir sans délai des nouvelles de sa santé. Le gamin, en revenant, devait laisser ouverte la porte de l'appartement et celle de la rue. Je me cachai au pied de la maison, dans une petite ruelle, entre la rue et le fleuve. L'enfant sonna. On entendit une voix rageuse au dernier étage. « Qui est-ce ?»« Le lieutenant Remigio. Rose. Est-ce qu'il est ici ?»« L'autre clochette, celle du milieu. »« Allez au diable !» Le garçon tira alors l'autre sonnette. Une minute passa qui me parut interminable. Personne ne vint. Il recommença du second étage, alors une voix de femme demanda. « Qui est-ce ?»« Le lieutenant Remigio Rose est ici ?»« Oui, mais il ne reçoit personne. »« J'ai besoin de lui parler. »« Demain, après 9 heures. »« Non, ce soir. »« Vous avez peur des voleurs ?» Une minute s'écoula et finalement la porte s'ouvrit. Remigio était là. La joie faisait éclater mon cœur, ma vue s'obscurcit, et ne pouvant plus tenir sur mes jambes, je m'appuyai contre la muraille. L'enfant revint peu après. On l'avait envoyé au diable, mais il avait pu laisser les portes ouvertes. Les forces me revinrent. Je donnai quelques pièces au rusé gamin, et me traînant, j'entrai dans la maison. J'avais prévu que j'aurais besoin d'allumettes. Il y avait sur le palier du second étage 2 portes, et sur l'une d'elles, épinglée, la carte de visite de Remigio. Je poussai la porte qui ne résista point, et j'entrai sans faire de bruit dans une pièce presque noire.
J'atteignis au plus haut de mes espérances, je sentais déjà les bras de mon amant, pour lequel j'aurais donné sans hésiter tout ce que j'avais et ma vie avec, m'écraser dans un seul élan contre sa large poitrine. Je sentais déjà ses dents déchirer ma peau et je jouissais, par avance, d'un monde indicible de plaisir furieux. Le bonheur me suffoquait. Je dus m'asseoir sur une chaise près de l'entrée. J'écoutais et je regardais, comme si je baignais dans un rêve. J'avais perdu toute notion de réalité. Mais quelqu'un, là, tout à côté, riait. C'était un rire de femme, aigu, effronté, des éclats de rire qui peu à peu me réveillèrent. Je me mis à écouter, je me redressai, et retenant mon souffle, je m'approchai d'une porte qui donnait sur une vaste chambre tout illuminée. J'étais dans l'ombre, on ne pouvait me remarquer. Oh, pourquoi Dieu, à ce moment-là, il ne me rendit point aveugle? Il y avait une table avec les restes d'un dîner, un large canapé vert sur lequel Remigio, étendu, s'amusait à chatouiller sous les bras une jeune fille qui gloussait, se rebellait, se démenait, se tortillait, essayant en vain de se libérer des mains de l'homme qui la couvrait de baisers sur les bras, dans le cou, sur la nuque, n'importe où. Je ne pouvais plus bouger, j'étais cloué sur place, les yeux fixes, les oreilles tendues, la gorge en feu. L'homme se fatigua de la plaisanterie, prit par la taille la jeune fille et l'assit sur ses genoux. Ils commencèrent alors à parler, s'interrompant souvent pour des jeux et des caresses. J'entendais les mots, mais leur sens m'échappait. Soudain la femme prononça mon nom. « Montre-moi les portraits de la comtesse Livia. Tu les as vus si souvent. Montre-les-moi, je t'en prie. » Tout en restant allongé, il tendit le bras, souleva un pan de la nappe, ouvrit le tiroir de la table et en sortit des lettres. La jeune fille, devenue sérieuse, chercha parmi elles les portraits et les regarda longuement, puis « Elle est belle, la comtesse Livia? Tu le vois. Ce n'est pas ça. Je veux savoir si elle est plus belle que moi. Aucune femme ne peut me paraître plus belle que toi. Regarde, sur cette photographie, la robe de bal laisse voir entièrement ses bras et ses épaules très décolletées, et la jeune fille a rangé sa chemise en comparant avec le portrait. Regarde, est-ce que je te semble plus belle? Il l'embrassa entre les seins en s'exclamant « 1000 fois plus belle !» La jeune fille, près de la lampe, fixant droit dans les yeux l'homme qui souriait, prit un à un les 4 portraits et très lentement déchira chacun d'eux en 4 morceaux. Elle laissait tomber ces morceaux sur la table au milieu des plats et des verres. Lui, il continuait à sourire. « Mais toi, méchant, tu lui dis pourtant que tu l'aimes. Tu sais que je lui dis le moins possible. Mais j'ai besoin d'elle et nous ne serions pas ici ensemble, ma chérie, si elle ne m'avait pas donné l'argent dont je t'ai parlé. Ces maudits médecins me l'ont fait payer salé, la vie. Combien t'est-il resté? 500 florins, dont une partie est déjà enfumée. Je dois écrire à 30 à la caisse. Chaque mot doux, un maringot. Pourtant, dit la femme, les yeux pleins de larmes, pourtant, ça ne me plaît pas. L'homme l'attira à lui sur le canapé, vert, en murmurant « Je ne veux pas de larmes. » À ce moment-là, mon cœur se révolta dans ma poitrine. Je ne l'aimais plus, je l'exécrais, je me retrouvais dans la rue. J'allais, sans savoir où, près de moi, dans l'obscurité, des groupes de soldats passaient en me bousculant, des brancards aussi d'où provenaient de longs gémissements ou des cris de douleur, et des citadins pressés, des paysans effrayés. Personne ne faisait attention à moi, qui glissais le long des murs et qui était vêtu de noir, un voile épais sur le visage. Je débouchai sur une large avenue, plantée d'arbres sombres, où le fleuve, qui coulait à ma droite, rafraîchissait un peu l'air accablant. L'eau se perdait dans les ténèbres, mais à aucun moment, fût-ce un instant, il ne me vint l'idée de me suicider.
Et moi était déjà née, sans que je m'en sois même aperçu, une idée borgne, encore indéterminée, encore nébuleuse, qui s'emparait peu à peu de mon âme tout entière et de mon esprit, l'idée de la vengeance. J'avais tout offert à cet homme, j'avais vécu pour lui, sans lui, j'avais cru mourir avec lui, j'étais monté au ciel, et son cœur, ses baisers, il les donnait à une autre. La scène à laquelle j'avais assisté repassait devant mes yeux. J'avais encore devant moi toutes ces poses lascives. Infâme, je cours à lui, surmontant tous les obstacles au mépris de tous les dangers, jetant mon nom dans la boue. Je cours l'aider, je cours le réconforter, et je le trouve en pleine santé, plus beau que jamais, et dans les bras d'une femme. Et lui, qui me doit tout, et sa maîtresse piétine ensemble ma dignité et mon affection, me raille et me flétrissent, et c'est moi qui paie leurs orgies, et cette femme blonde se vante, nue, d'être plus belle que moi, et lui, cette suprême honte m'était réservée, la proclame lui-même plus belle. Tant d'émotions m'avaient brisé, la colère qui bouillait en moi m'avait répandu dans tout le corps une fièvre ardente qui me coupait les jambes. Je ne savais plus où j'étais, je ne voulais ni ne pouvais me faire accompagner par un passant jusqu'à l'hôtel pour m'enfermer de nouveau dans ma voiture. Je m'assis au bord du fleuve, fixant des yeux le ciel noir. Je ne trouvais pas de repos. Je revins dans les rues de la cité. Je devenais folle. Je tombais de fatigue. Il y avait 18 heures que je n'avais plus rien mangé. Je me retrouvai par hasard près d'un modeste café et après avoir plusieurs fois tourné devant la vitrine, comme il me semblait qu'il n'y avait personne, j'entrai et me mis dans le coin le plus reculé et le plus sombre, commandant quelque chose. Dans l'angle opposé, étendue sur l'étroite banquette rouge qui courait autour de la salle, vaste, basse, humide et à demi dans l'obscurité, il y avait 2 soldats, fumant et bâillant. Peu après, entrèrent 2 autres officiers, un jeune homme qui pouvait avoir 19 ans, long, mince, avec de petites moustaches fines, et un homme dans les 40 ans, trapu, lourd, la trogne violette, pleine de crevasses et de boutons, de sourcils larges et noirs, comme du charbon, et de moustaches sous son gros nez, si touffu et hérissé qu'elle semblait en soie de porc. Il avait à la bouche une pipe de bohême, courte de tuyaux, mais énorme de fourneau, d'où sortaient de gros nuages de fumée qui allaient, l'un après l'autre, noircir le plafond. Le jeune homme alla droit saluer les officiers dans l'angle. J'entendis qu'il disait: «J'en ai vu mourir 40 en 2 heures dans la salle d'opération sous les bistouris des chirurgiens qui vous balançaient bras et jambes comme s'ils jouaient à la balle. Ils trépanaient et arrangeaient les têtes. Il faudrait arranger celle de nos généraux», grogna le bohémien en ricanant. Personne ne fit attention à moi. Une jeune fille entra, seule. Elle avait l'air d'une modiste et vint s'asseoir à côté de l'officier maigre. Elle lui demanda: «Tu m'en paies un de café?» Après quelques propos auxquels je ne fis pas attention, l'un des 2 militaires dit à la jeune fille, sans bouger: «Tu sais, Costanza, j'ai vu le lieutenant Remigio.» «Quand?» demanda la femme. «Aujourd'hui. Je suis allé chez lui, il était avec Justina.» «Tu la connais, Justina?» «Oui, cette grosse blonde qui a 3 fausses dents.» «Je m'en suis pas aperçu. Regarde-la bien. Et Remigio, comment va-t-il?» «Une petite douleur à la jambe qui le fait un peu japper de temps en temps, et il boite un peu, c'est tout. Ça a vraiment été une maladie providentielle, celle-là. Les autres risquent leur peau, ils s'épuisent dans les manœuvres, dans cette chaleur d'enfer, la faim, toutes les malédictions de cette guerre, et lui, il mange, il boit, il est joyeux, et il a quelqu'un qui l'entretient. Qui, crois-tu, lui paie cette belle chambre? Une dame. Une vieille baveuse? Non, chérie, une femme jeune, belle, et en plus millionnaire, comtesse et amoureuse, et folle de lui. Et elle paie les beautés du lieutenant. Elle lui donne de l'argent et beaucoup. Pauvre folle.
Remigio l'appelle sa Messaline. Il ne m'a pas dit son nom, mais il m'a confié qu'elle était de Trente et qu'elle s'appelait Livia. Il n'y a personne ici qui connaisse bien Trente? L'officier élancé dit: Je vais m'informer et demain soir, je vous rapporterai tout dans le détail si nous sommes encore à Vérone. Comtesse Sylvia, n'est-ce pas? Comtesse Livia, souviens-toi bien, cria l'officier qui était allongé. Et alors, Remigio est vraiment malade? Oh, pour cela, oui. Tu comprends bien que là, on ne peut pas soudoyer 4 médecins. Un du régiment de Remigio, un choisi par le général dans un autre régiment, et 2 de l'hôpital militaire. Ils vont le voir tous les 3 jours. Ils palpent la jambe, la piquent, la tirent et le font crier. Une fois, il s'est évanoui. Maintenant, ça va mieux. Guerre finie, jambe guérie, insista Costanza. Ne le dis même pas pour plaisanter, observa le second officier étendu qui, jusque-là, n'avait pas fait entendre le son de sa voix. Sais-tu que sur le simple soupçon d'un mensonge, le lieutenant et les 4 médecins seraient fusillés dans les 24 heures? L'un comme déserteur du champ de bataille et les autres comme acolytes et complices? Et il l'aurait bien mérité, bon Dieu, rugit le bohémien sans ôter la pipe de sa bouche. Le jeune officier ajouta: Le général Hauptmann n'attendrait même pas 24 heures. À ces mots, l'idée qui était encore brumeuse dans ma tête devint lumineuse. J'avais trouvé, j'avais décidé. Le général Hauptmann, répétai-je en moi-même. Les flammes qui me montaient à la tête m'obligèrent à m'enlever complètement le voile du visage. Je brûlais, j'appelais pour qu'on m'apportât de l'eau. Les officiers s'aperçurent alors de ma présence et vinrent autour de moi. La belle femme, vous avez besoin de quelque chose? Voulez-vous un verre de marsala? Peut-on vous tenir compagnie? Vous attendez quelqu'un? Quels yeux et quels baisers promis par ses lèvres! L'officier maigre était venu se placer à côté de moi sur la banquette. Étant le plus jeune, il voulait se montrer le plus entreprenant. Je me défis de ses mains et je cherchais à me lever pour fuir, mais les 2 autres me retenaient. Le bohémien, sale, fumait et regardait. Je me tournai vers lui et criai: Monsieur, je suis une dame, aidez-moi et accompagnez-moi chez moi à la tour de Londres. Le bohémien se fit un passage, donnant des coups à droite et à gauche, renversant le jeune officier. Puis, dur, sérieux, mettant la pipe dans sa poche, il m'offrit son bras. Je sortis avec lui sur le chemin qui n'était guère long. Il me dit quelques rares et respectueuses paroles. Je lui demandai qui était le général Hauptmann, où il avait son bureau et d'autres renseignements qui m'importaient pour de bonnes raisons. J'appris que le général était le commandant suprême de la forteresse et que le siège du commandement était au château de San Pietro. La porte cochère de l'hôtel était encore grande ouverte, bien qu'une heure du matin eût déjà sonné depuis un moment. Il y avait un grand va-et-vient de soldats et de bourgeois. Je remerciai l'officier qui puait un maudit tabac et m'arrangeai au mieux sur les coussins de la voiture placés dans un angle de la cour. Morte de fatigue, comme je l'étais, je m'assoupis bien vite, mais je fus réveillé en sursaut par une main qui frappait à la portière. La voix rauque et vulgaire du bohémien répétait: C'est moi, madame la comtesse, moi qui voudrais vous dire, avec le respect qui vous est dû, un mot seulement. Je baissai la vitre et l'officier me tendit quelque chose. C'était mon porte-monnaie, oublié sur la table du café alors que j'allais payer et qu'était survenu tout ce tapage. Ses 3 compagnons l'avaient retrouvé et rapporté. Il me dit avec une gravité solennelle: Il n'y manque ni un papier ni un sou. Mais a-t-on lu les lettres? Et je pensais à celle de Remigio, la seule que j'avais gardée et que pour rien au monde je n'aurais voulu voir sortir de mes mains. Non, madame la comtesse, on a vu vos cartes de visite et le portrait du lieutenant Remigio, rien d'autre. Je vous en donne ma parole d'honneur. Le lendemain matin, avant 9 heures, je me fis conduire dans ma voiture au commandement de la forteresse. La montée paraissait interminable. Je criai à Giacomo de fouetter les chevaux.
Une foule de militaires de toutes les couleurs, des blessés, des gens du peuple, encombrait la grande place devant le château. J'arrivai cependant sans obstacle à l'antichambre des offices, où un vieil invalide prit ma carte de visite. Quelques minutes après, il revient en me disant que le général Hauptmann me priait de passer dans ses appartements privés et qu'à peine aurait-il dépêché certaines affaires urgentes, il viendrait me présenter ses hommages. On me conduisit à travers des loggias, des corridors et des terrasses à un salon qui dominait de ses trois larges fenêtres la ville entière. La Dige, coupée par ses ponts, se tordait en forme de S, avec la première boucle au pied de la butte de laquelle se dressait le château de San Pietro et la seconde au pied d'un autre château brun et crénelé. Entre les maisons surgissaient les pointes et les tours des basiliques anciennes. Dans un large espace, on voyait l'énorme ovale des arènes antiques. Le soleil matinal égayait les maisons et les collines. D'un côté, il dorait les montagnes, de l'autre, il jetait une douce lumière sur la plaine immense et verte, parsemée de villages blancs, de maisons, d'églises et de campaniles. Dans le salon, entrèrent à grand fracas, riant et sautant, deux fillettes qui avaient un visage couleur de rose et des cheveux blonds comme les blés. Me voyant, leur premier mouvement fut de s'immobiliser, mais bien vite, elles s'enhardirent et s'approchèrent de moi. La plus grande me dit: Madame, veuillez vous asseoir. Voulez-vous que j'aille appeler ma mère? Non, mon enfant, non, j'attends ton papa. Nous n'avons pas encore vu papa ce matin, il a tant à faire. Moi, je veux le voir, papa, cria la plus petite, je l'aime tellement, mon papa. Sur ce, le général entra et les filles coururent au-devant de lui, s'entortillèrent autour de ses jambes, essayèrent de sauter sur ses épaules. Il en prenait une en l'air et lui donnant un baiser, puis prenait l'autre. Les deux petites folles riaient, et dans les yeux du général apparurent de larmes de tendresse béate. Il se tourna vers moi en disant: Excusez-moi, madame, si vous avez des petits-enfants, vous vous pardonnerez. Il vint s'asseoir en face de moi et il ajouta: Je connais de nom, monsieur le comte, et je serais heureux de pouvoir vous être utile en quelque chose, madame la comtesse. Je fis un signe au général pour qu'il éloignât les fillettes, et il leur dit d'une voix pleine de tendresse: Allez, mes petites filles, allez, nous avons à parler avec la dame. Les fillettes firent un pas vers moi, comme pour me donner un baiser. Je me détournai et elles s'en allèrent, un peu mortifiées. Général, murmurai-je, je viens accomplir mon devoir de fidèle sujette. Madame la comtesse est allemande? Non, je suis de Trente. Ah, bien, s'exclama-t-il, me regardant avec un certain air de stupeur et d'impatience. Lisez. Et je lui tendis d'un geste résolu la lettre de Remigio, celle que j'avais retrouvée dans la petite poche de mon porte-monnaie. Le général, après l'avoir lue: Je ne comprends pas, la lettre vous est adressée? Oui, général. Donc, l'homme qui écrit est votre amant? Je ne répondis point. Le général prit dans sa poche un cigare et l'alluma. Il se leva et se mit à arpenter la pièce. Tout d'un coup, il se planta devant moi et, me fixant dans les yeux, dit: Bon, je suis pressé, dépêchez-vous. La lettre est de Remigio Rose, lieutenant du 3e régiment de grenadiers. Ensuite, la lettre est claire. Il s'est fait passer pour malade en payant les 4 médecins, et j'ajoutai avec l'accent rapide de la haine: Il est déserteur du champ de bataille. J'ai compris. Le lieutenant était votre amant et il vous a laissé tomber. Vous vous vengez en le faisant fusiller et en faisant fusiller avec lui les médecins. C'est ça? Peu importe les médecins. Le général resta un moment pensif, les sourcils froncés, puis il me tendit la lettre que je lui avais donnée. Madame, songez-y bien, la délation est une infamie, et ce que vous faites, c'est un assassinat. Monsieur le général, m'exclamai-je, relevant le visage et le regardant avec hauteur, faites votre devoir. Le soir, vers 9 heures, un soldat porta à l'hôtel de la Tour de Londres, où finalement on m'avait trouvé une chambre, un billet ainsi rédigé.
Demain matin, à 4h30 précis, seront fusillés dans la seconde cour du château San Pietro le lieutenant Remigio Rose et le médecin de son régiment. Cette feuille vous permettra d'assister à l'exécution. Le sous-signé vous demande pardon, Madame la comtesse, de ne pouvoir vous offrir aussi le spectacle de l'exécution des autres médecins qui, pour une raison qu'il n'est pas nécessaire d'exposer ici, seront envoyés devant un autre conseil de guerre. Signé le général Hauptmann. À 3h30, dans la nuit noire, je sortis à pied de l'hôtel, accompagné de Giacomo. Au bas de la montée du château San Pietro, je lui ordonnai de me laisser, et je commençai à monter toute seule la côte raide. J'avais chaud, je suffoquais, je ne voulais pas ôter le voile de mon visage, mais ayant défait les premiers boutons, je rentrais les bords de l'échancrure de mon corsage. Ce peu d'air sur mon sein me faisait mieux respirer. Les étoiles pâlissaient, il se répandait tout autour une aube jaunâtre. Je suivis des soldats qui, contournant le flanc du château, entrèrent dans une cour fermée par de hauts et sombres murs d'enceinte. Il y avait déjà 2 détachements de grenadiers en rang et immobiles. Personne ne faisait attention à moi dans ce grouillement silencieux de militaires, dans ces demi-ténèbres. On entendit sonner les cloches en bas, dans la ville, d'où montaient 1000 rumeurs confuses. Une porte basse du château grinça, et 2 hommes en sortirent, les mains liées derrière le dos. L'un, maigre, brun, marchait devant l'autre d'un pas ferme, le front haut. L'autre, flanqué de 2 soldats qui le soutenaient avec beaucoup d'effort sous le bras, se traînait en sanglotant. Je ne sais ce qui suivit, on lisait, je crois. Puis j'entendis un grand fracas et je vis le jeune homme brun tomber. Et au même instant, je m'aperçus que Remigio était nu jusqu'à la ceinture et ses bras, ses épaules, ce cou, tous ces membres que j'avais tant aimés m'éblouirent. Dans mon esprit revint l'image de mon amant, quand à Venise, dans la Sirène, plein d'ardeur et de joie, il m'avait serré pour la première fois dans ses bras d'acier. Un second fracas me secoua. Sur le thorax, encore palpitant et plus blanc que marbre, s'était élancée une femme blonde qu'éclaboussaient des jets de sang. À la vue de cette femme abjecte, revint en moi tout le mépris, et avec le mépris la dignité et la force. J'avais conscience de mon bon droit. Je m'acheminais vers la sortie tranquille, dans l'orgueil d'un difficile devoir accompli. Sur le seuil de la prison, je sentis qu'on m'arrachait le voile qui me couvrait le visage. Je me retournai et je vis en face de moi le groin sale de l'officier bohémien. Il ôta de sa bouche le tuyau de sa pipe et, approchant sa moustache de mon visage, il me cracha sur la joue. J'avais bien dit que le petit avocat Gino reviendrait. Il a suffi d'une ligne. Venez, nous ferons la paix. Pour qu'il se précipitât. Il a laissé tomber cette petite sotte d'épouse une semaine avant le jour du mariage. Il me dit de temps en temps, m'étreignant avec presque la vigueur du lieutenant Remigio, « Livia, tu es un ange. »